A comme Aragon, B comme Breton, C comme Cocteau ou encore E comme Éluard. Un jour, par hasard, la journaliste et écrivaine Brigitte Benkemoun tombe sur le répertoire d'une personnalité qui visiblement connaissait les plus grands artistes du XXe siècle. Après une enquête rigoureuse, elle réalise qu'elle a entre les mains le précieux carnet de Dora Maar, photographe, peintre, qui fut aussi la compagne de Picasso. Brigitte Benkemoun est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre récit a pour titre « Je suis le carnet de Dora Maar », édition Stock. Alors ce petit carnet, vous nous l'avez apporté. Prenez-le dans votre main, on va essayer de le montrer. C'est assez fascinant. On le voit petit. C'est un tout petit carnet, oui. À l'ancienne. C'est vraiment le petit modèle. Et mon mari avait le même. Et quand il l'a perdu, il a voulu racheter le même modèle. Ouais. Et malheureusement, la marque ne faisait plus ce cuir-là. Donc, je lui ai suggéré de regarder sur eBay. Ouais. Il a cherché sur eBay et très vite, il est tombé sur celui-ci, le même, qu'il a acheté pour le cuir lisse. Et quand je l'ai ouvert, parce que j'étais seule quand le paquet est arrivé, Ouais. j'ai découvert qu'ils avaient oublié le petit carnet d'adresse qui est à l'intérieur. Ouais. Et comme je suis curieuse, j'ai quand même été journaliste pendant des années. Qui a vendu ce carnet? Une anonyme, brocanteuse de Brive-la-Gaillarde. Ouais. Elle l'avait posté à Brive-la-Gaillarde. Elle est dans un petit village encore plus éloigné de Paris que. C'est ce que vous racontez au début du livre, Casillac, notamment. À Casillac. Mais elle n'avait pas ouvert, pas plus que le commissaire-priseur de Sarlat, qu'il avait mis en vente en 2013. Alors, il vous a fallu 3 mois pour savoir que vous aviez en main le carnet d'une certaine Dora Maar. Comment est-ce que vous avez réussi, en quelques mois, à identifier le Alors, j'ai titulaire? commencé par supposer que c'était une femme parce qu'il y avait coiffeur. Après, je me suis dit, il y a Lacan, donc forcément, c'est quelqu'un qui est passé sur le divan de Lacan. Ouais. Il y avait Psychiatre réputé. à l'époque, psychiatre, psychanalyste, et il y avait aussi beaucoup de surréalistes. Donc voilà, une femme analysée par Lacan, proche des surréalistes. Elle a probablement été peintre, je me t'ai dit, parce qu'il y avait des réentoileurs, des galeristes. Donc je commençais à approcher un petit peu, à chauffer. Ouais. Et puis, il y a un des noms que j'avais laissé tomber, sur lesquels je ne m'étais pas du tout arrêtée parce que je ne voyais pas qui c'était, que j'ai repris à la loupe et j'ai vu que ce n'était pas Achille de Ménherbe, mais Architecte Ménherbe. Donc à ce moment-là, j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait eu une maison à Ménherbe. Le Wikipédia de Ménherbe indiquait 2 peintres. Nicolas de Staël, ça ne pouvait pas être lui puisqu'il figure dans le carnet. Donc c'était elle, forcément, une femme, projet surréaliste, peintre, analysée par Lacan, tout collé. Vous la connaissiez? Vous connaissiez son histoire ou pas vraiment? Je savais qu'elle était le personnage de la femme qui pleure dans les tableaux de Picasso. Ouais. Je savais qu'elle avait été photographe, mais après... En tout cas, vous allez en découvrir davantage puisque vous allez mener l'enquête, si l'on peut dire. Vous, ce que vous allez essayer de comprendre, c'est la place de chacun, au fond, des hommes, notamment, qui a dans ce répertoire, des hommes et des femmes. Je me suis dit, puisque j'ai un carnet d'adresses, c'est à partir de là que je vais travailler. C'est lui qui va me guider. Je vais le faire parler, un peu comme si j'étais un détective et que j'avais quelqu'un en face de moi à soumettre à un interrogatoire. Et donc, pour chaque nom, je me suis demandé... pourquoi il est dans le carnet, pourquoi il était dans sa vie. Et ça donne une biographie un peu éclatée, cubiste, dit mon éditeur, parce que finalement, elle apparaît à travers de multiples facettes. Et c'est une biographie, mais différente. Alors, c'est aux éditions Stock, donc je suis le carnet de Dora Maar. Alors, comment rencontre-t-elle cette femme Picasso? Alors, c'est une vraie scène de film que raconte... plusieurs témoins de l'époque. Elle a décidé, c'est une jeune photographe qui marche bien, elle a beaucoup de succès, et elle est très belle, très ambitieuse, et elle a décidé qu'elle allait devenir la maîtresse de Picasso. Mais elle l'a décidé comme une groupie peut décider aujourd'hui de séduire Johnny Depp ou un acteur américain. Donc elle sait qu'il va venir dans un café, elle s'installe avant lui. Peut-être qu'elle est de mèche avec Éluard, qui est le meilleur ami à cette époque de Picasso. Et quand elle le voit arriver, elle sort de son sac un petit canif, elle enlève son gant et elle se met à taper entre ses doigts, à lancer le canif. Évidemment, elle finit par se faire saigner. Et puis, quand elle a repéré que Picasso était assez aimanté, elle renfile son gant. Et lui est évidemment subjugué, il n'est pas prêt d'oublier ce moment-là. Il repart d'ailleurs avec le gant qu'il lui demande de lui confier et il l'expose chez lui dans une petite vitrine rue de la Boétie. Alors quelle va être leur relation à partir de là? Alors il y a une période qui est une période de l'amour fou, de la passion, du début, où Picasso est totalement subjugué par cette femme qui est à la fois belle, intelligente, talentueuse, très politisée, beaucoup plus que lui. C'est elle qui va le mobiliser quand l'Espagne républicaine est
martyrisé par les franquistes. Ouais. Et alors, il y a cette espèce de période bénie des premiers mois. Et puis, très vite, c'est un macho. Qu'une femme brille à ses côtés, ça va 5 minutes. Il ne va cesser de l'écraser, de lui faire courber les chines pour qu'elle devienne un peu plus soumise, comme il avait l'habitude d'avoir les femmes à son accueil. Une grande artiste du XXe siècle qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Il y a un collège qui porte son nom en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément. Et il y a 2-3 rues en France qui portent son nom. Alors, quelques éléments, peut-être, on va revenir un peu en arrière sur son enfance. Elle est née, elle a des origines croates. Alors, son père est croate, sa mère est française. Et le père est un ambitieux, lui aussi. Il veut faire fortune, donc il embarque toute la famille, enfin les 2 personnes. Il les embarque en Argentine, et en effet, il fait carrière en Argentine. Donc elle doit revenir en France autour de 15-16 ans. Et elle fait des études aux arts décoratifs. Elle rencontre Jacqueline Lamba, qui sera la femme d'André Breton. Et c'est une jeune femme qui évolue avec succès dans une espèce de jeunesse dorée des années 30 à Paris. Alors, deux périodes, on va dire. Elle a été photographe d'abord, assez brillante, mais ça a duré très peu de temps, à peine 10 ans. Et ensuite, elle va donc devenir peintre. C'était un rêve d'enfant. Elle voulait rencontrer Picasso, mais aussi devenir peintre. Ouais. Quel peintre était-elle ? Alors, elle commence très influencée par Picasso, mais il faut imaginer que vivre avec Picasso, on n'en sort pas sans subir son influence, évidemment. Donc, ses premiers tableaux sont clairement influencés par Picasso. Puis, c'est la période, on entre dans la période où il commence à la délaisser. Donc, sa peinture est très sombre, elle peint beaucoup de nature morte. On a l'impression qu'elle se vide de son énergie, de sa force vitale. Les tableaux sont très très sombres. Il y a une période où elle est plus sous l'influence de Balthus. Donc, et puis peu à peu, elle peint énormément de paysages, notamment ce qu'elle voit de chez elle à Ménherbe. Et elle évolue tout doucement vers l'abstraction, mais elle est très 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 marquée. Vraiment sur la plus grande partie de sa vie, elle est très marquée par les paysages du Luberon qu'elle a sous les yeux à Ménherbe. Et qu'est-ce que va provoquer la rupture avec Picasso chez cette femme ? Une crise très proche de la folie d'ailleurs. Elle va errer dans Paris à plusieurs reprises. Enfin, elle se retrouve en tout cas chez le professeur Lacan. Alors, elle se retrouve entre les mains du professeur Lacan, qui est à l'époque psychiatre. On parle d'électrochoc, c'est jamais avéré. Elle se retrouve internée dans une clinique en région parisienne, et elle a vraisemblablement subi des électrochocs, mais c'était très fréquent. C'est pas très étonnant. J'ai posé la question. Mais le professeur, ça se faisait beaucoup. Mais dit-on, le professeur Lacan veut la conduire sur un chemin spirituel, révélé en elle une foi catholique. Elle a commencé déjà à glisser vers cette foi catholique qui était celle de sa mère, et Lacan comprend que c'est la foi. Enfin, en tout cas, il est persuadé que c'est la foi qui va devenir sa nouvelle obsession, et qu'il va la sauver de la folie en la poussant vers ce chemin où elle est déjà en train de pencher quand même. Mais il avait dit d'ailleurs, il n'y avait pas le choix, c'était Dieu ou la camisole. Donc ça a été Dieu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou fasciné au cours de vos recherches après cette belle aventure et ce point de départ qu'est le carnet ? Ce qui m'a fasciné, c'est le rapport peut-être de Picasso avec les femmes, qui est assez dingue. Aujourd'hui, on parlerait de pervers narcissique. Alors, certaines s'en sont sorties, enfin une s'en est très bien sortie, c'est Françoise Gillot, qui à un moment donné a compris qu'il fallait qu'elle se sauve pour se sauver, et qu'elle a pris ses enfants sous le bras, et elle est partie. Mais en gros, Picasso, sur 5 femmes, il y en a quand même 2 qui se sont suicidées, une qui est devenue folle et qui a fini mystique, bigote, et on en parlera peut-être à la limite de l'antisémitisme. Donc voilà, ce qui m'a frappé, c'est le rapport qu'avait Picasso avec les femmes. Et comment a-t-elle terminé sa vie à Paris Alors elle vivait entre Paris et Ménherbe. À partir d'un moment, moi, le carnet est de 1951, donc c'est la période où elle se redresse après sa profonde dépression. Elle commence à aller mieux. Elle a vraiment une vie sociale dont témoigne ce carnet d'adresse. C'est qu'elle est dans tous les salons, chez Marie-Laure de Noailles, chez Lise de Harme. Et puis après, progressivement... Simone de Beauvoir a écrit sur elle, Sartre aussi. Et progressivement, sous l'influence d'un moine bénédictin qui va devenir son directeur de conscience, elle est de plus en plus mystique, de plus en plus religieuse, à la limite de l'intégrisme, non même pas à la limite de l'intégrisme, elle est vraiment dans un christianisme très dur.
et elle va s'isoler progressivement du De monde. 1957 à sa mort en Oui, 1997, c'est 40 ans. Alors c'est progressif parce qu'il y a quand même des gens de 58 à 73, il y a quand même des gens qu'elle voit. Elle revoit Balthus, elle voit un ami poète qui s'appelait André Duboucher. Et puis en 73, à la mort de Picasso, c'est une nouvelle rupture. Elle va être plus isolée, plus recluse que jamais, jusqu'à sa mort en 97. Donc, il y a une exposition en ce moment qui lui est consacrée au Centre Pompidou. J'allais vous demander justement, on imagine que vous l'avez vu, justement quelques mots sur cette exposition. Oui, parce qu'on y perçoit bien ce qu'elle était avant Picasso. Les deux conservatrices ont eu l'intelligence de faire court sur la période Picasso à laquelle on la réduit toujours. Donc il y a la photographe qu'elle était avant, il y a la femme évidemment qu'elle a été avec Picasso pendant 10 ans, et il y a surtout celle qu'on découvre, parce que moi j'en ai vu de ces tableaux pendant quelques mois, là, pendant les 2 ans et quelques que j'ai travaillé sur elle, mais on connaît peu sa peinture et on la découvre à Beaubourg. Merci beaucoup Brigitte Benkemoun d'être venue sur notre plateau. Je suis le carnet de Dora Maar, c'est aux éditions Stock. Merci d'être venue pour cette belle histoire.